tension également grandit sans doute dans les deux camps. En effet, avant que les électeurs ne se prononcent, aucun des deux candidats ne peut se vanter de l'emporter à ce stade. C'est le terrain qui commande, a-t-on coutume de dire. Et c'est donc tout naturellement que le sujet sera débattu sous le titre intitulé « Présidentiel second tour, après les alliances, l'épreuve du terrain ». À suivre dans un instant. Bonjour et bienvenue dans Presse Plus. Un seul sous-thème au menu de Presse Plus. Aujourd'hui, présidentiel deuxième tour, après les alliances, l'épreuve du terrain. C'est le moins que l'on puisse dire, puisque après les alliances du début de campagne, après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, eh bien, les deux candidats ou leurs partisans sont sur le terrain pour essayer de s'adjuger les faveurs des électeurs nigériens. Près de 7 500 000 électeurs sont appelés à voter à nouveau pour le second tour, cette fois, est départagé Maman Ousmane, candidat de l'opposition et du changement, et puis Bazoum Mohamed, candidat du PNDS et de la continuité. Le Canard déchaîné, le journal, un hebdomadaire, a titré « Campagne pro-Bazoum lancée en grande pompe ». La campagne pro-Bazoum est lancée en grande pompe. Vous en souvenez, c'était le week-end dernier, ici même à Niamey, au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Et puis Fraternité Niger, le quotidien Fraternité Niger, titre « Lancement de la campagne électorale de Bazoum, le cirque dominical de l'imposture politique ». Lancement de la campagne électorale de Bazoum, le cirque dominical de l'imposture politique. Et puis l'enquêteur, le quotidien L'Enquêteur du 11 février, titre à ce propos « Bazoum et son armée d'alliés coquilles vides ». Bazoum et son armée d'alliés coquilles vides. Alors, au Sénat, on va commencer par le lancement de la campagne du candidat du pouvoir, le candidat du PNDS, donc Bazoum Mohamed. C'était ici à Niamey. Maman Ousmane, candidat de l'opposition, on sait que c'était à Tilaberi, on en parlera tout à l'heure. Quel regard vous portez sur l'activité qui a consisté au lancement de cette campagne tel qu'il s'est déroulé et ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé? Abdraman, au niveau des deux cas, je crois, après les alliances, parce qu'il y a eu d'abord les alliances préalables, chacun a choisi de marquer la campagne à sa façon. Du côté de Bazoum, bien évidemment, c'est un endroit du pays qui a été choisi pour le lancement de la campagne, notamment le centre de conférence Mahatma Gandhi. Bon, certainement, il a décidé de lancer sa campagne de cette façon pour pouvoir un peu féliciter ceux qui ont décidé de venir avec lui, parce que, vous savez, il y a le 3e et le 4e qui ont décidé de l'accompagner sans compter les autres partis politiques. Maintenant, et de l'autre côté, concernant le candidat du changement, notamment Maman Ousmane, et aussi, après, bien évidemment, c'est à quoi on a assisté depuis l'autre semaine, jusqu'à la semaine, comme on avait dit, les alliances, je veux dire, ils ont décidé de faire une campagne d'abord au niveau de la région de Tilaberi pour essayer un peu de galvaniser les troupes. Maintenant, bien évidemment, chacun est parti de son côté, mais après, il faut aller à l'intérieur du pays. Et c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Ils sont tous sur le terrain. Ça va être une campagne très sérieuse parce qu'à l'occasion du premier tour, on n'a pas assisté à une telle effervescence. On a comme eu l'impression que les choses se sont plus déroulées à Niamey. Cette fois-ci, les gens ont compris que l'enjeu majeur, c'est de pouvoir mobiliser le maximum d'électeurs de part et d'autre. Et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, ils sont tous sur le terrain. Et je crois jusqu'au vendredi prochain, ils vont être sur le terrain pour essayer de galvaniser, comme avait dit, non seulement les militants des partis alliés, mais également le principal parti, je veux dire le PNDS, mais aussi les alliés.
Maintenant, c'est le terrain qui va déterminer, et puis un peu, ce à quoi on a assisté un peu avant le lancement de cette campagne-là. En tout cas, un peu au niveau de certains alliés, notamment du camp Bazoum, où des militants considèrent que c'est une trahison. Peut-être on va développer cet aspect-là. Cet aspect plus tard. Puisque vous en parlez, autant découvrir les unes de nos confrères relatifs au lancement de campagne de Maman Ousmane à Tillabéri. Le journal Le Courrier hebdomadaire a titré à propos de ce lancement: Ousmane était face aux populations de Tillabéri. Ousmane était face aux populations de Tillabéri. Et puis le Nouveau Républicain qui titre, un autre hebdomadaire: Tillabéri reste debout pour le changement. Tillabéri reste debout pour le changement. Docteur Amadou Hassan Boubacar, votre premier commentaire par rapport aux activités, le lancement officiel, la campagne de la part des deux candidats qui ont mis quand même quelques jours, 3 ou 4 avant de se décider. On comprend bien pourquoi, parce qu'il fallait d'abord s'assurer donc du soutien des principaux partis politiques, notamment qui n'ont pas été qualifiés pour le second tour. Oui, merci Abdraman. Donc, effectivement, comme vous l'avez rappelé, le dimanche passé, on a assisté au lancement officiel de la campagne du candidat Bazoum, ici même à Niamey, avec entouré de ses alliés, en tout cas, et des principaux alliés, j'allais dire, les 3e et 4e, et des autres aussi alliés, parce qu'il me semble aujourd'hui, la coalition qui soutient la candidature de Bazoum, en tout cas, compte à peu près 95 partis politiques. Et au même moment, de l'après-midi du dimanche, le candidat du changement, M. Ousmane, a également choisi Tillabéri pour donner le ton, en tout cas, de cette campagne pour le second tour des élections présidentielles. Depuis lors, justement, les meetings, les rencontres se multiplient à l'intérieur du pays, sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Comme Hussein l'a dit, je pense que c'est l'heure de la mobilisation. Justement, d'abord, s'assurer effectivement que, peut-être convaincre, j'allais dire, les militants que les partis, les principaux alliés, le MNST et le MPR Jamhouria sont bel et bien avec le candidat, ce qui marque, en tout cas, c'est ce qui explique, ce qui pourrait expliquer cette tournée qu'ils ont entamée ensemble dans les capitales régionales de notre pays pour aller rencontrer les militants et donner la parole aux leaders de ces partis, justement pour s'adresser à leurs militants, leur demander de voter pour le candidat donc, de leur choix. Comme vous l'avez dit, c'est le terrain qui va départager. Est-ce que l'ensemble des militants de ces partis alliés qui ont soutenu la candidature de Bazoum vont respecter les consignes de vote données par leur leader ou pas? Et je pense que là, le terrain va le départager. Pour ce qui concerne le candidat du changement également, la campagne, en tout cas, est en train de se passer, même si pour l'instant, je crois qu'ils ne sont pas allés un peu dans le chef-lieu de région comme le candidat du pouvoir et ses alliés. Certainement que au cours de ce, puisque dans les 5 jours qui restent pour la campagne, peut-être ils vont faire une campagne marathon comme ce qu'on a vu au premier tour, où je crois en quelques jours, ils ont fait pratiquement 4 à 5 régions. Même si peut-être c'est une stratégie où au niveau des états-majors, au niveau des directions de campagne au niveau régional, certainement les choses sont organisées de telle sorte qu'ils prennent en charge justement la question de la campagne pour aller rencontrer au fin peut-être des communes, des villages, les militants pour pouvoir un peu leur exposer le bilan, comment on appelle, le programme du candidat du changement et demander à leurs militants et à tous ceux qui aspirent au changement de se mobiliser le 21 février pour justement faire l'exprimer dans les zones. Absolument. Docteur Rosselaji, est-ce qu'on peut mettre en parallèle ces deux activités, lancement ici à Niamey, au centre de conférence Margandi de la campagne de Bazoum, et puis à un peu plus d'une centaine de kilomètres de Niamey, chef-lieu de région de Tillabéri, celui de lancement de la campagne de Ousmane? En effet, ce lancement est symptomatique de la manière dont le pays sera gouverné plus tard. Et pour celui qui sera notamment
élu par le peuple. Ça montre déjà que, d'une part, nous avons un candidat qui a choisi le luxe, qui a choisi vraiment le grand confort, qui sait donc qu'il s'agit dans une tour d'ivoire, c'est-à-dire qu'un endroit où le peuple ne peut pas avoir accès. C'est un hôtel de luxe, cela vraiment c'est vu de loin, il y a une distance, un mur entre... C'est le centre de conférence Mahatma Gandhi. Voilà, bien sûr, voilà. C'est un lieu où le peuple ne peut pas, n'a même pas idée d'aller là-bas. Il y a une rupture par rapport donc à cette idée du peuple, et pourtant c'est lui qui va pouvoir choisir. Donc il y a une sorte d'exclusion, n'est-ce pas, donc du peuple, dans même la participation à ce cérémonial en tant que tel. De l'autre côté, on a plutôt une ouverture de campagne qui effectivement est tout à fait ouverte dans la rue, c'est dans un centre populaire, c'est tout le monde peut participer, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, tout le monde. Voilà, c'est très ouvert. C'est conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que le pouvoir sera entre les mains de l'un ou de l'autre, on aura la même chose. Quand on a peut-être entre les mains du candidat Bazoum, peut-être qu'on aura le président dans un tour d'ivoire, comme maintenant, inaccessible, où ce sera gardé, comme on le voit dans la circulation, où c'est des chars, des armadas, de moyens militaires, donc un président qui sera inaccessible au peuple. Tandis que, de l'autre côté, un candidat qui est ouvert, et donc aussi les représentants au niveau communal ou local, ce que vous voulez, seront aussi tout à fait ouverts pour pouvoir recevoir les doléances du peuple. Donc c'est vraiment indicatif, une question indicative quelque part de la manière dont les candidats conçoivent le rapport au peuple, le rapport au Niger, le rapport de comment ils se voient parfois au-dessus du peuple. C'est-à-dire qu'ils sont dans un tour de pouvoir, ils sont coupés, tandis qu'il y a un qui, lui, est dans le peuple. Il veut que vraiment il y ait une implication, une inclusion totale donc des populations, qu'elles soient, les hommes, les femmes, et tout ce que vous voulez. C'est pas pour qu'il y ait une sorte de osmose, n'est-ce pas, entre le pouvoir politique et le peuple. Alors, découvrons ces deux activités. D'abord, c'est le lancement de campagne du PNDS Taraya avec nos camarades de la rédaction de la télévision Bonferré. Une ambiance aux couleurs et au rythme du Parti Rose qui a retenti au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey pendant près de 4 heures de temps, ce qui annonce les couleurs du lancement de la campagne du second tour de l'élection présidentielle du Parti Rose et ses alliés. Ainsi, devant une foule immense et de leurs candidats pour le second tour de l'élection présidentielle, les candidats de l'élection présidentielle du premier tour au nombre de 13 soutenant la candidature de Bazoum Mohamed au second tour ont réaffirmé leur soutien au candidat Bazoum Mohamed et cela en accord commun avec leur formation politique respective. La présente cérémonie de lancement de la campagne du second tour de l'élection présidentielle marque de façon solennelle notre engagement résolu d'accompagner M. Bazoum Mohamed pour le porter, Inch'Allah, à la présidence de la République du Niger. Dans le contexte actuel de grands périls sécuritaires pour notre cher pays, notre choix a été guidé fondamentalement par l'impérieux souci de préserver la stabilité des institutions, la quiétude sociale, la cohésion et l'unité nationale, indispensables pour assurer une paix et un développement durable pour notre pays. Le candidat président du parti au pouvoir, Bazoum Mohamed, tout en saluant l'initiative des leaders engagés, a rappelé que l'élection du second tour est déjà gagnée d'avance avec le soutien des alliés. Ma reconnaissance vous sera éternelle, quelle que soit l'issue de cette élection, avec une majorité de 129 députés sur les 166 que comptera la future Assemblée nationale, et des partis nombreux, dont un certain nombre d'envergure nationale, nous sommes légitimement fondés à croire que l'élection ne sera qu'une simple formalité. Pour Bazoum Mohamed, l'heure est à présent au travail afin de relever les défis du pays et présente par la même occasion aux Nigériens son agenda pour le pays. Nous n'avons en effet aucun instant à perdre par ces temps de grandes menaces terroristes. Nous devons nous mettre au travail dans le cadre des institutions fraîchement renouvelées de façon démocratique
pour nous occuper de la sécurité de notre pays, de l'éducation de nos enfants, de la santé des populations en cette période de pandémie de la Covid-2019 et de l'accroissement des investissements directs étrangers de façon générale. Notre agenda à nous est un agenda national, celui de nos adversaires est un agenda de commodité personnelle. Au cours de cette cérémonie de lancement de campagne pour le second tour de l'élection présidentielle, les leaders engagés et la coalition Bazoum Mohamed 2021 ont réaffirmé leur engagement à accompagner leur candidat pour la réalisation de son programme et s'investir davantage aux côtés de Bazoum Mohamed pour la victoire finale le 21 février prochain. En attendant, la tournée de campagne pour le second tour de l'élection présidentielle du Parti Rose et ses alliés débutera demain 8 février 2021 avec la région de Tillabéri. Tillabéri, donc, où Maman Ousmane était le même jour, pendant que Bazoum était au centre Mahatma Gandhi de Niamey, avec les partis qui le soutiennent, notamment la CAP 2021. Le candidat Ousmane a donc lancé sa campagne à partir du chef-lieu de région de Tillabéri. Je propose de suivre également avec nos camarades, ici également avec nos camarades de la rédaction de la télévision Bonferré. Dimanche 7 février 2021, 15h. Maman Ousmane, candidat du RDR Tchandji à l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février prochain, et sa délégation font leur entrée dans l'arène de lutte de Tillabéri. Devant cette population venue ovationner leur leader, le candidat Maman Ousmane a donné les raisons du choix de la région du fleuve pour le lancement de sa campagne électorale. Dans son programme de gouvernance politique, le candidat du changement entend changer considérablement le visage du pays. Comme je le disais dans mon allocution de lancement officiel de la campagne, un autre Niger est possible. Donc, une autre région de Tillabéri est possible. Pour cela, je vous demande de vous mobiliser encore davantage pour le scrutin du 21 février prochain et assurer les conditions de la mise en œuvre du programme que je propose pour la Nigérienne souhaite. Un programme qui vise l'avènement de Niger de paix, d'unité, de développement partagé et de progrès pour tous. Le candidat du RDR Tchandji a aussi dénoncé ce qu'il qualifie de démission des autorités face à l'insécurité grandissante qui sévit dans plusieurs localités du pays. Malgré la présence de forces étrangères qui devraient appuyer le Niger à combattre cette insécurité, ce terrorisme, malgré cette présence massive, dis-je, notre pays a connu des hécatombes. Et rien que la région de Tillabéri, ici où nous sommes, il y a eu Tongo Tongo, Chinagoda, Inates, Chombokaina, Zarumdare, Dalanzuru, et d'une manière générale, dans tout le Songhai. Hey, ça va continuer comme ça? Quant aux leaders des partis qui soutiennent la candidature de Maman Ousmane, ils ont dans leur intervention respective en langue locale appelé les militants à un vote massif le 21 février prochain afin d'apporter un changement dans ce pays qui, selon eux, est ruiné par les 10 ans de gestion chaotique de la Renaissance. Oui, où c'est ça? De part et d'autre, les thèmes qui ont été abordés, bon, on nous pose de l'autre côté dans le camp de Bazoum. C'est maintenant, on parle de sécurité, les questions sécuritaires et tout, il faut se mobiliser pour pouvoir lutter. Et moi, j'ai dit, quelque part, c'est que
ça fait pratiquement 5 ou 6 ans, ou du moins depuis 2015, qu'on est dans cette situation d'insécurité. Et malheureusement, le régime de la Renaissance n'a pas pu, bien au contraire, c'est à quoi on a assisté, c'est qu'il y a une différence totale. Dans le cadre, c'est eux qui ont fait venir les forces étrangères. Et on a vu aussi des actes de détournement qui ont été posés dans la dotation de l'armée et tout. Bon, bien évidemment, ça pose beaucoup de questions. Aurait-il fallu attendre? Ça veut dire que tout ce que Issoufou a fait dans le cadre de cette lutte-là, inutile. Il n'a rien fait, pratiquement rien du tout. Il va falloir attendre l'arrivée de Bazoum pour pouvoir trouver les solutions idoines. Il y a très peu de Nigériens qui peuvent être accrochés par ce discours-là. En tout cas, concernant la question sécuritaire, concernant la question de l'école, concernant l'accès à la santé, on a vu à quel type de gestion on a eu assisté dans ce domaine-là. Et ce qui choque davantage les gens, dans le fait qu'aujourd'hui, on veut réactiver pour dire, mais non, comme ils vont arriver au pouvoir, ils vont pouvoir faire quelque chose. Les Nigériens auraient voulu, ou auraient s'attendaient à ce que quand il y a eu le scandale du ministère de la Défense, où des dizaines de millions ont été détournés par des individus, qu'il y ait des sanctions. Il y a eu des morts, il y a eu Inates, il y a eu Sinagoda. Sans compter les attaques isolées de positions militaires par-ci, par-là, sans compter les attaques, comment vais-je dire, des villages, où environ on massacre une centaine de personnes, des civils. C'est pas aujourd'hui qu'on va venir tenir un discours que quand le système, quand il va venir, lui, il peut trouver la solution. L'exemple devait, parce que lui, il est dans une dynamique de continuité. On va continuer avec les mêmes pratiques. Moi, je dis quelque part, c'est du dilatoire, ce discours-là. On aurait aimé, on a vu dans quel état se trouve l'école, on a vu dans quel état se trouve la santé au cours de ces 10 dernières années. Et je vois mal par comment ils peuvent redresser cette situation, malgré l'apport, parce que les gens qui sont avec lui, les soutiens principaux, étaient là dans le système. Qu'est-ce qui a changé? Quelle va être la recette miracle pour régler cette question d'insécurité, en tout cas, qui a paupérisé notamment les habitants de la région de Tillabéri, mais également les régions de la région de Difa, qui sont dans une situation, à la limite, je vais dire, d'abandon. On connaît ce qui se passe, par exemple, dans cette zone de Tillabéri, les motos qu'on empêche de rouler. Alors que la moto, aujourd'hui, c'est le moyen de locomotion dans toute la zone. Ça fait pratiquement 1 an que les motos ne circulent pas dans cette zone. Mais n'empêche, il y a des gens qui quittent en moto pour venir attaquer les villageois. Malgré la militarisation de la zone, on se pose bien des questions. Moi, c'est un peu ça. Je me dis quelque part, il faut respecter les Nigériens. Parce que c'est par rapport à la situation des motos, oui, bien sûr. On a dit que bon, après s'il est élu, cette mesure sera reconsidérée par rapport à l'évolution de la situation. Oui, l'évolution de la situation, mais on a arrêté les motos pour pouvoir lutter contre le phénomène. Est-ce que ça a permis de lutter contre le phénomène sur une année durant? Est-ce que ça a permis véritablement de mettre hors d'état de nuire ceux qui viennent attaquer? Je n'ai pas eu l'impression, il y a beaucoup de Nigériens qui n'ont pas eu l'impression. On a comme l'impression, et en revanche, ce qui choque les Nigériens, c'est cette impunité par rapport à la gestion de l'affaire MDN, le détournement massif au niveau. Et quand on apprend que les gens sont allés des opérateurs économiques qui n'ont rien à voir avec les questions militaires, à qui on a passé des commandes pour acheter des munitions, pour acheter des armes de mauvaise qualité. Absolument. Ça, moi, je dis quelque part, c'est vraiment de la démagogie. Il faut pas se faire d'illusions. Je ne vois pas quelle recette miracle il dispose pour changer la donne. Docteur Amadou Sambaka, les thèmes abordés par les deux candidats, c'est quand même une entrée solennelle, n'est-ce pas? C'est le lancement de campagne, c'est le point de départ pour tout le reste, pour la suite de la campagne. Chacun a dû chercher les thèmes les plus pertinents à ses yeux pour lancer cette campagne. Oui, merci Abraham. Je pense que pour les deux, le défi, en tout cas, chacun de son côté a parlé du défi du moment, la question sécuritaire. Je crois qu'autant le candidat Bazoum a parlé de la question sécuritaire que le président Ousmane à Tillabéri, et tous savent que c'est une préoccupation du moment. Il faut créer les conditions de la sécurité.
seront jugés un jour pour que ceux qui sont tombés sous les coups justement de ces balles défectueuses et un certain nombre de choses puissent dormir tranquillement, et aussi plein d'autres dossiers justement par rapport au détournement des deniers publics, par rapport à la question de la corruption. Je pense que sur le chapitre de la malgouvernance, on l'a dit, y compris le candidat Bazoum, je crois qu'il a dit à l'université aux étudiants, quand il sera élu justement, il va revoir la gouvernance, où je pense qu'il est obligé de marquer une rupture avec la gouvernance actuelle pour pouvoir un peu légitimer son pouvoir. Et le président Ousmane, lui, il est très à l'aise justement pour totalement revoir la question de la gouvernance. Je pense que dans son programme, le 7E, certainement, la question de la gouvernance, la question de réforme de l'appareil judiciaire pour justement assurer cette indépendance du pouvoir judiciaire, pour mieux réprimer, en tout cas sanctionner les comportements un peu indélicats vis-à-vis du respect des deniers publics, que les citoyens se sentent égaux devant la loi. La question de la dépolitisation de l'administration également. Dans son programme de 7E, il a mis tout ce dont vous venez de parler sur le label de l'équité. Exactement, le 7e point effectivement de l'équité, où il a mis cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, on attend justement que ce programme puisse vraiment être, peut-être le contenu, j'allais dire, puisse être mieux connu, pour que les Nigériens aient un choix entre, voilà ce que le président Ousmane, qui n'a jamais en tout cas collaboré à la gestion, et voilà le candidat, ce qu'il propose effectivement, et le candidat Bazoum qui prône la continuité, donc la consolidation des acquis, ce qui a été fait de bien, et pouvoir avancer, et certainement que les Nigériens auront le choix sur la base du contenu, en tout cas de programme de chacun des candidats. Absolument. Soulagé. Rapport au terme abordé. Il était facile de parler de sécurité. Quand on est à l'hôtel où ça s'appelle Mahatma Gandhi, c'est-à-dire un endroit hyper sécurisé, dans une forteresse, bien protégé, même avec une surveillance et tout, n'est-ce pas? Alors voilà, on peut parler, on doit se dire, on n'est pas quand on est en sécurité. Voilà, on n'est pas en danger, on est vraiment bien protégé, on sait, voilà. Tandis que quand on va quand même s'exposer à la population, donc vivre leur quotidien, c'est-à-dire que voilà, une ville, une commune, où à tout moment, une bombe peut éclater, on ne sait pas, bon, on va pouvoir partager, montrer que nous sommes aussi nous sommes solidaires. C'est ça, le signe qu'il faut bien gouverner, on peut gouverner un pays. C'est partager le quotidien, le problème. Montrer qu'on peut tenir des réunions, y compris politiques, grandioses dans leur commune, et non pas isolés, et non pas s'abriter, s'exclure. Voilà, on est quand même aimé que le candidat Bazoum aille à Difa, montrer aux populations d'Ifa que lui, il peut être avec eux, partager leur quotidien. Même si, excusez-moi docteur, dans la suite de la campagne, le lendemain, le président Bazoum s'est déplacé à Tillabéri pour tenir un meeting. C'est trop facile, voilà, parce qu'il a vu que les autres ont tenu, il n'y a pas de problème. Voilà, les autres ont déjà fait, montrer que, voilà, on a dit qu'il faut aller. On a dit qu'il faut aller, on a dit que ce n'est pas l'hôtel et qu'on obtient les voix du peuple. C'est alors le peuple lui-même. Donc, ça montre bien qu'il y a une conception du pouvoir qui veut gouverner à l'abri de tout problème, de tout péril, tandis qu'en ne partageant pas les forces du peuple, en restant barricadé dans sa tour d'ivoire, en étant donc coupé du peuple. C'est un peu ça qu'on a vécu pendant 10 années. Voilà, c'est une gouvernance solitaire, où on n'a pas accès au peuple. Quand on prenait le président Tanja, par exemple, pendant des années, mais il est tout le temps dans le peuple. Les gens ont accès à lui. Voilà que, mais vous voyez, pendant ces 10 années, combien de fois vous avez vu le président Issouf Mamadou au marché, parce que cela, machin, circuler, les gens touchés. Au contraire, quand il se déplace, c'est une ville morte. Toutes les voies sont bloquées. On ne peut pas circuler. L'économie est en berne. Mais voilà, c'est cette conception du pouvoir que le candidat Bazoum veut consolider et continuer. C'est-à-dire qu'une conception de pouvoir solitaire, couper le peuple. Donc, quoi que, vous savez, un peu en 2013 ou quelle année, Sarkozy, 2007 je crois, et Sarkozy quand il avait gagné, là, il avait fêté son élection à l'hôtel, j'oublie le nom de l'hôtel, c'est pas à Wilton, un hôtel de luxe et tout, mais ça fait le bruit. Mais voilà, parce que vraiment, c'est pas le peuple, le peuple n'est pas là-bas. Voilà, il a vraiment reconnu. Il a fait une horreur, ce suite. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc il faut quoi que, quand on veut gouverner un pays, il faut être dans les conditions. Dans les conditions vraiment, dans lesquelles le pays est. On va finir de régler le problème sécuritaire avant donc de s'occuper de l'éducation, de la santé et tout. Voilà, on va mettre de côté, au second plan, l'éducation, la santé, l'alimentation. On va faire la sécurité là, non. Il faut pouvoir quand même mettre
en exergue le développement, le bien-être social de la population. Même s'il y a une situation sécuritaire qui ne va pas venir en 10 ans, en 5 ans, elle continue. Donc ça, c'est un contexte. Donc c'est important de pouvoir développer les secteurs sociaux. Oui, je voulais justement appuyer ce que le Dr Seladji a dit. Je suis d'accord avec lui. S'agissant de la solution sécuritaire, je crois que la solution militaire ne doit pas être la priorité. Je suis d'accord avec lui, il faut accompagner cette solution, cette réponse militaire aux problèmes de sécurité avec le développement des secteurs sociaux de base où il faut créer de l'emploi pour les jeunes, pour les fixer, les occuper, qu'ils soient détournés, qu'ils ne soient pas exposés, vulnérables justement au tenté justement pour le recrutement de ces réseaux djihadistes. Je pense que créer les conditions pour que les jeunes aillent à l'école, un certain nombre de choses qui pourra justement faire en sorte que les jeunes puissent se détourner justement de cette aventure en cas terroriste. Alors, les soutiens maintenant, de quelle utilité seront ce soutien au cours de cette campagne et surtout pour l'élection de l'un ou l'autre des deux candidats? C'est la préoccupation du canard en furie qui titre à ce propos: soutien de Seyni Oumarou et Albadé Abouba Bazoum. Ça fait finalement l'affaire de Mahaman Ousmane. Le soutien de Seyni Oumarou et d'Albadé Abouba Bazoum, ça fait finalement l'affaire de Mahaman Ousmane, titre le canard en furie. Et puis l'éclosion, le journal L'éclosion, titre: Bazoum arrache les leaders, Ousmane garde les électeurs pour sauver le Niger. Bazoum arrache les leaders, Ousmane garde les électeurs pour sauver le Niger. Et puis l'enquêteur toujours, cette fois du 9 février 2021, titre: second tour de la présidentielle, avant le vote, l'inquiétude. Second tour de la présidentielle, avant le vote, l'inquiétude. Dans les deux camps, selon notre confrère, mais l'éclosion vient rappeler ici un extrait du discours du président Bazoum à l'occasion du lancement de sa campagne, où il disait, et c'est la une de l'éclosion, Bazoum Mohamed appelle ses soutiens à garder les pieds sur terre. Bazoum Mohamed appelle ses soutiens à garder les pieds sur terre. Et là, il disait textuellement, ceux qui pensent que ce second tour, les élections ne seront qu'une formalité, bien ils se trompent. Il faut les prendre avec le sérieux qu'il faut. La partie n'est pas gagnée d'avance. C'est ce que Bazoum a dit à l'occasion de ce discours au centre Mahatma Gandhi. Alors, Ousenissa, qu'est-ce que vous en pensez? Bazoum arrache les leaders, Ousmane garde les électeurs, selon l'éclosion, ou alors Albadé Seyni Oumarou, le soutien à Bazoum fait finalement l'affaire d'Ousmane? Bon, quelque part, quand on voit les choses telles qu'elles se sont déroulées, un peu en amont, avant qu'il y ait les alliances, un peu de cette bataille autour de la nationalité de Bazoum, parce que jusqu'ici, je crois que ça s'est pas estompé. Je dis quelque part parce qu'il faut tenir compte d'un paramètre qui n'existait pas avant, mais ce paramètre, c'est les réseaux sociaux, comment ça a enflammé, ça a éveillé les gens. Les leaders, il y en a parmi eux, notamment Seyni, il est allé jusqu'à contester devant la Cour constitutionnelle la nationalité, il a introduit une requête avec un groupe de partis politiques. Et aujourd'hui, ce revirement spectaculaire peut lui jouer de sale tour. Parce que les militants vont se dire quoi? Voilà quelqu'un qui veut nous utiliser pour ses ambitions personnelles. Quelque part. Parce que le militant, lui et le président Seyni, il n'a qu'une seule voix. Tout comme les militants, chaque militant a une voix. Ça peut jouer dans la balance parce que les gens n'ont pas encore oublié cet épisode-là. Ça va être le même cas au niveau de, comment vais-je dire, avec, comment on appelle ça, avec Albadé. Ça va être un peu la même chose. Ça ne va pas être systématique. Ça ne va pas être systématique que les militants de ces partis-là aillent voter massivement, répondre à l'appel, au mot d'ordre de leur leader. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec le choix de leur formation politique. Et là, je me dis quelque part, ça désavantage un peu. En tout cas, si les choses se passent normalement, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu beaucoup de fraude, il n'y a pas eu de confiscation d'urnes, il n'y a pas eu de braquage et autres, moi je dis ça va sensiblement jouer
en tout cas quelque part en faveur de Maman Ousmane et ses alliés. Moi, je ne vois pas le nombre de partis, parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont allés. On sait un peu la motivation. Et 95 partis politiques, docteur Amon l'a tout à l'heure. L'enquêteur avait parlé tout à l'heure, on l'a vu, une armée d'alliés coquilles vides. Oui, mais le problème, c'est quelque part ça, le sentiment des Nigériens, c'est que les gens, ils ne font pas la politique parce qu'ils ont des ambitions, en tout cas pour le pays. Ils font la politique pour leur propre, en tout cas, gain personnel. C'est le sentiment que les gens ont de plus en plus. Ce n'est plus comme avant où les gens, bon, ils viennent, ils se disent, après, aujourd'hui, les gens suivent. Regardez comment les gens s'intéressent aux questions politiques ces dernières années. Et je me dis, quelque part, ça va avoir un effet à l'occasion de ces élections, pour peu que les conditions, le scrutin se déroule dans la transparence et dans la régularité, qu'on puisse parvenir à limiter les fraudes, qu'on puisse parvenir à créer les conditions, parce qu'il y a eu des cas de fraude, en tout cas qui ont été à grande échelle, mais on a vu un peu au niveau de la Cour constitutionnelle, les requêtes qui ont été introduites ont toutes été rejetées. Voilà un peu l'enjeu tel qu'il se présente plutôt. Ce n'est pas gagné d'avance. Et certainement, c'est conscient de ça que le candidat Bazoum a dû dire à ses souteneurs que bon, il ne faut pas commencer. C'est bon mieux. À ses soutiens. Bon, ouais, excusez-moi l'expression. Oui, mais bon, on peut le dire aussi en français, non? Non, en français, il va penser comme soutien. C'est facile. Ce n'est pas gagné d'avance, quoi. Il faut qu'ils aient les pieds sur terre, parce que aller penser que bon, on a fait le calcul, l'addition là, et penser que ça va se passer comme ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Bazoum Mohamed appelle ses soutiens à garder les pieds sur terre. L'inquiétude avant le vote dans les deux camps, docteur? Oui, merci Abdraman. Je pense que c'est un discours vraiment réaliste qu'il a tenu. Effectivement, si ses soutiens, ses militants, ses filles, en tout cas à cette addition arithmétique, certainement ils gagnent les élections, c'est très clair, mais tel n'est pas le cas. Effectivement, il ne faut pas que les gens se fassent d'illusions, il faut aller en tout cas se mobiliser sur le terrain pour faire en sorte qu'effectivement le report de voix qui forcément ne sera pas respecté, en tout cas les consignes de vote que les alliés, en tout cas les principaux vont donner avec tout ce qu'on voit par-ci et par-là, certainement ça ne sera pas automatique, c'est sûr, mais je pense qu'il va falloir effectivement qu'ils fassent tous le terrain pour pouvoir mobiliser, convaincre davantage les jeunes du bien fondé, certainement pour les 3e et 4e, de leur choix en faveur du candidat Bazoum, même si on a vu, ils ont convoqué les instances habilitées de leur parti à prendre les décisions, puisque ce ne sont pas les leaders eux seuls qui se sont retirés pour décider de l'alliance. Je crois que le bureau politique a approuvé les réunions, en tout cas, qui ont été tenues par-ci par-là au niveau des sections. Donc le bureau politique a décidé, c'est une décision du parti. Maintenant, la question, c'est le respect des consignes de vote. C'est là où, justement, de l'autre côté, du côté de Ousmane, peuvent effectivement jouer sur ça pour voir est-ce que, de faire en sorte que, justement, ceux qui ne sont pas d'accord, les mécontents, puissent, justement, voter du côté de Ousmane pour faire en sorte qu'ils puissent, effectivement, gagner. Mais sinon, sur le plan théorique, comme j'ai dit... Bazoum arrache les leaders, Ousmane garde les électeurs. Voilà, donc c'est un peu ça, peut-être, le titre de l'éclosion. De l'éclosion. Mais tout ça, c'est le terrain qui va départager. Ça reste encore une semaine, peut-être 6 jours, 5 jours de campagne. Certainement que les gens vont tenter de convaincre les militants des partis alliés du candidat Bazoum qui ont soutenu pour leur dire, bon voilà le choix qui a été fait avec les arguments, les raisons, la question de la sécurité, la stabilité et tout ce que le président Séné a dit lors de l'enseignement officiel, en tout cas solennel de la campagne au centre international, et du côté justement de Ousmane, donc qui prend le changement, la rupture, l'alternance. Donc certainement ils vont essayer un peu de tirer ceux qui sont mécontents pour les amener vers eux. Ce qui est sûr, ça risque d'être serré. Je pense que c'est pour ça Bazoum a demandé à ses militants, justement, ce n'est pas une simple question de formalisme. Il va falloir que les gens restent vigilants et que les gens aillent sur le terrain et que les électeurs puissent départager les deux candidats le 21 février prochain. 21 février 2021. Docteur Soulagé. Finalement, comme le dit la Kararamfiri, même si c'est un peu d'humour quand il faut le reconnaître, le soutien de Séni Oumar et Albadi à Bazoum, ça fait l'affaire finalement de Maman Ousmane. Bon, ça veut dire que... Paradoxalement. Bon, disons que ça, il y a 3 approches, on va dire.
essentiel. Le premier approche, je dois dire que les électeurs, indépendamment de leur parti politique, de leur leader, vont pouvoir choisir en fonction de leur calcul. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre sur une balance ce qui est positif pour l'un ou l'autre dans leur programme de réalisation, ce que vous voulez. Donc ils vont pouvoir eux-mêmes apprécier, évaluer, n'est-ce pas, donc les contenus du programme, des messages et autres là, maintenant pouvoir voter à leur âme conscience, comme on dit, vraiment indépendamment de toute autre influence. Donc comment ils ont calculé, ils ont vu que voilà, côté candidat est meilleur que l'autre. Ça c'est rationnel. Vraiment il n'y a pas d'influence et tout. Maintenant, l'autre choix va consister à dire que il y a quand même le contexte sociologique, leur milieu, va pouvoir donc faire en sorte que le contexte culturel parfois on va dire, va pouvoir influer, et que donc l'allégeance à l'ethnie, à la religion, cela, à la communauté. Donc c'est un vote collectif. Donc la plupart des gens vont pouvoir voter parce que nous sommes de telle ethnie, de telle région, de tel village. Voilà, ça aussi c'est des choses qui arrivent. Vous savez en Afrique, les votes ethniques sont fréquents. C'est pas que c'est pas un choix de gars, c'est une structure, c'est une donnée. Donc il y a une tendance à pouvoir être nombreux pour pouvoir voter pour le candidat local ou communautaire en tant que tel. Donc ça c'est un choix. Maintenant l'autre choix, c'est là où on vient souvent au candidat, c'est le poids des leaders politiques. Est-ce qu'ils sont assez puissants, assez forts pour pouvoir influer sur le cours des élections, donc pour influer sur le vote des électeurs et électrices? Est-ce qu'ils sont assez puissants, assez charismatiques, assez ancrés, assez écoutés pour pouvoir dire aux électeurs que voilà, il faut voter pour X ou pour Y? C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont, comme dirais-je, une sorte de plus-value, c'est-à-dire de surhomme, on va dire un peu, pour pouvoir dire voilà, ce que moi je veux que vous votiez, c'est X ou Y. Est-ce qu'ils ont cette capacité? Aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et là, c'est tous les leaders, pas seulement les leaders nationaux, même au niveau local. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est voir dans quel parti politique, dans quel camp, on va dire, on n'a plus pas politique, dans quel camp il y a plus de notables, des leaders charismatiques, qui sont puissants pour pouvoir dicter, c'est peut-être pas le mot, en tout cas influer dans leur électorat, pour que l'électorat puisse exécuter, appliquer, respecter, donc être discipliné pour exécuter les mots d'ordre. Voilà, donc c'est là. Est-ce que c'est le camp Maman Ousmane et donc Mahamadou qui encore j'en passe, ou bien sur le camp Bazoum, c'est Noumarou et autres qui a plus donc de leaders et charismatiques, donc une force des gens qui sont écoutés, qui sont aimés, qui sont tout cela, que voilà, donc c'est ça. Et je pense que si on, donc à ce jeu-là, on va dire, à ce jeu-là, le camp de Bazoum Mohamed a un déficit de leaders charismatiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même type de personnalité politique dans le cas de Bazoum et le cas de Maman Ousmane. Parce qu'on a vu quand même, par exemple, l'immense euphorie que suscite Mahamadou quand il va dans toutes les régions, ce qui n'est pas le cas de Seynou Morou ou de Albadi Abouba. Ça, c'est déjà un indicateur important pour voir que donc, les populations vont pouvoir écouter davantage donc, les leaders du camp de Maman Ousmane plutôt que ceux du camp de Bazoum Mohamed. Donc, voilà, c'est ça qui va pouvoir montrer, on va voir à l'épreuve, quels sont les leaders politiques qui vont pouvoir jouer beaucoup, être présents dans le terrain, dire des mots d'ordre pour que les gens puissent les exécuter. Par rapport au MNSD, Seynou Morou, après les périples de Tilaberi, Dosso et Tawa, donc le président du MNSD Nassara, certainement fatigué d'entendre les récriminations ou les protestations à gauche et à droite, a finalement réuni quelques cadres de son parti à l'étape de Tawa pour leur demander, demander aux militants du MNSD Nassara de suivre les consignes de vote du parti, de décision prise par le bureau politique national du MNSD Nassara. Je propose de suivre cet extrait des propos de Seynou Morou à cette étape de Tawa, pas un huis clos, mais dans une réunion, dans une rencontre avec des responsables du MNSD Nassara. Le militant, il a deux choix. Soit il suit la décision, soit il démissionne du parti. Mais on ne peut pas rester dans un parti et contester une décision du bureau politique. Ça ne se fait pas. C'est comme la femme, quand tu contredis ton mari, qu'est-ce qui va se passer? Il va te renvoyer. C'est la même chose. Donc, aujourd'hui, le bureau politique a décidé
de soutenir la candidature de Bazoum. Et aujourd'hui, nous sommes en train, parce que dans la vie, quand vous prenez une décision, il faut l'assumer. Vous ne prenez pas une décision, après vous reculez. Ou alors il ne fallait pas la prendre. Mais si vous la prenez, vous vous assumez jusqu'au bout. Le MNSD a décidé de soutenir Bazoum. Nous avons l'obligation de soutenir Bazoum. Merci. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prier. Prier pour que Dieu fasse que la décision qu'on a prise soit une décision qui vient de Dieu. Et c'est ça qui va renforcer le parti. Mais ce n'est pas des petites zizanies par-ci, par-là. N'écoutez personne. On sent déjà l'inquiétude à son niveau. Parce que moi, je pense que quand c'est une décision qui a été prise, je crois, ici à Niamey, au chef du MNSD, a-t-il besoin encore d'aller en région pour dire aux gens, vous êtes obligés de suivre, sinon vous quittez le parti? Parce que c'est un peu ça, si je dois caricaturer. Il n'a pas besoin de ça. S'il est sûr qu'effectivement, les gens vont suivre, il a même parlé tout à l'heure des Zizani et autres. Un leader qui est sûr, une décision qui a été prise. On a vu quand on prend l'exemple de Mana, quand on a dit aux militants, on va soutenir Maman Ousmane. C'est de manière massive dans toutes les régions. Au premier tour, les gens n'ont pas lésiné, les gens sont allés sortir massivement pour aller. Mais on voit ici qu'il y a une inquiétude qui est là. Est-ce que les gens, ils ont accepté de suivre le mot d'ordre? Et c'est devant cette crainte-là qu'il a cru devoir menacer pour dire aux gens, où vous êtes dans le parti, vous devez suivre le mot d'ordre, ou vous ne suivez pas le mot d'ordre, on considère que vous n'êtes plus. Moi, je dis quelque part, ça montre déjà un peu la fragilité de ce leader-là. Ça montre aussi que peut-être que la décision qui a été prise par le bureau national du parti, c'est une décision qui est contestée. Parce que si la décision n'était pas contestée, moi, je ne vois pas pourquoi il va aller en région pour essayer d'expliquer, raisonner les militants pour respecter le mot d'ordre. Voilà un peu la lecture. Et certainement que d'autres aussi sont confrontés à ça. Lui, il est sorti, c'est dans un cadre un peu une réunion des leaders de sa région, de la région de Tawa. Il a dû dire ça, bon, vous avez le devoir d'aller dire aux militants de sortir massivement. Et quand vous allez dans l'urne, voilà le mot d'ordre qu'on a donné, vous devez voter. Moi, je dis, ça montre un peu qu'il n'y a rien de sûr dans cette affaire, il n'y a rien de sûr, il n'y a aucune certitude que les militants vont voter massivement. Les gens, ils sont un peu, comment dirais-je, ils sont déçus de la position du parti, les gens vont aller voter ailleurs. Il faut peut-être s'attendre à ça, et c'est ça qu'il craint, justement. Docteur Amoura Sambaka. Merci. Donc je pense que moi, de mon point de vue, c'est tout à fait normal qu'il rappelle ça. C'est vrai, le choix que son parti a fait n'était pas compris de beaucoup de Nigériens. Les gens ont critiqué. Alors que le parti politique, conformément à la charte de parti politique, est libre en tout cas de contracter alliance avec un parti et faire un regroupement. Les gens doivent respecter le choix qu'ils ont eu à faire. Et l'autre chose, je l'ai dit, au niveau du bureau politique, ils ont fait une réunion où il me semble sur 247 ou 48, il y a en tout cas une seule voix qui était contre la décision de porter qu'on appelle le soutien au candidat Bazoum. C'est tout à fait normal parce que malgré tout ça continue dans tous les sens et le sens justement de la tournée, la campagne qu'ils sont en train de battre aux côtés de Bazoum, c'est de demander de vive voix à leurs militants, conformément à leur décision de soutenir le candidat Bazoum, c'est de voter en faveur du candidat de leur choix. Je pense que quoi de plus normal pour ça? Ça, c'est un premier aspect. L'autre chose, je pense que c'est qu'il a rappelé, c'est fondé. Lorsqu'on est militant d'un parti politique, c'est parce que on a accepté les statuts et règlements intérieurs du parti politique. Et la différence entre le militant et le sympathisant, c'est cela. Le militant, c'est cet adhérent-là qui respecte les mots d'ordre du parti, qui respecte les statuts et règlements intérieurs du parti.
si les gens sont libres, ils peuvent ne pas justement voter dans le sens de la consigne donnée par le bureau politique. À ce là effectivement, ils démissionnent, ils ne sont plus militants. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas perdre de vue sur le plan strictement formel. On est militant, c'est parce qu'on a adhéré à la formation politique, on est d'accord avec l'idéologie, avec le programme, le projet de société, et on est tenu de respecter le mot d'ordre du parti. Si on veut justement, à partir du moment où on ne respecte plus le mot d'ordre du parti, justement le degré de militantisme diminue, peut-être on devient sympathisant et carrément on quitte le parti. Je pense que de mon point de vue, il a le droit de rappeler cela. Maintenant, la décision revient aux militants du PMNSD Nassara, justement, soit de rester comme militant du parti et respecter le mot d'ordre du parti, ou bien ils acceptent qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision de leur bureau politique. Effectivement, ils font défection et ils partent dans un autre politique. Je pense que c'est ça la différence entre les partis politiques. Il y a des partis où les militants sont disciplinés. Quand le bureau politique, en tout cas les responsables, donnent des consignes de vote, c'est respecté. Il a dit. Et s'agissant de Moda F.A. Lumana, même si, bon, peut-être il y a d'autres, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui disent qu'eux ne vont pas voter pour Ousmane dès le premier tour. Il y a beaucoup qui l'ont dit. Mais ce qui est évident, la majorité des militants du modèle F.A. Lumana ont respecté la consigne de vote au premier tour. Donc je pense que c'est ça aussi le parti politique. Il faut quand même les gens acceptent le débat. Mais l'inquiétude dont on parle ici du côté du NSD, de CENI notamment, tel que Ousseini l'a dit, est-ce que ça ne vient pas du fait que justement, lui, en tenant ce propos, il est conscient que la décision du bureau politique ne vient pas de la base, en fait? Bon, c'est évident, puisque le parti, il est structuré, il y a des instances de prise de décision. Et quelque part, je pense que le bureau politique ne s'est pas réuni avant de réunir, puisque tout le monde a appris qu'il y a eu la réunion qu'on appelle des présidents des sections, même si je ne sais pas si c'est allé au niveau des sous-sections ou pas, mais il y a une réunion de sections des partis. Parce que c'est ça aussi le problème d'organisation interne du parti politique. Il y a des bureaux politiques nationaux, le bureau régional, un certain nombre de choses qui prennent des décisions. La décision, c'est le centralisme démocratique. La décision peut être prise du sommet à la base et de la base au sommet. Je pense que pour cette fois-ci, ils ont décidé que le bureau politique se réunisse pour prendre une décision. Donc je pense que c'est ça. Certainement, ça ne fera pas l'unanimité, c'est évident. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord justement avec ça. Et l'autre chose qui est martelée, c'est le fait que le président Seyni Omar ait attaqué justement et contesté, j'allais dire, la candidature de M. Bazoum Mohamed au niveau. Et bien avant ça, j'ai rappelé son interview de Jeune Afrique. Et là, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette question? Vous savez, souvent c'est ça. Il y a aussi la question de la contextualisation, de l'influence des lobbies par-ci, par-là qui peuvent... Vous avez vu toutes les difficultés qu'il y a eu à ce que les deux alliés, en tout cas alliés, troisième et quatrième, prennent leur décision seulement pour dire que bon, ils ont décidé de soutenir le candidat Bazoum. Je pense qu'il faut que les gens respectent le choix des partis politiques, il faut qu'il y ait une certaine tolérance politique. Et maintenant, le dernier choix, de mon point de vue, revient aux citoyens, aux électeurs qui peuvent, justement, ne sont pas tenus de respecter les consignes de vote, mais qu'ils sachent que si on est militant, effectivement, respectueux des statuts et règlements intérieurs du parti, le militantisme, justement, se mesure également à l'aune du respect des consignes de vote de tel ou tel parti politique. Absolument. Docteur Silaji. Bon, déjà le fait que Seyni parle de cela montre bien qu'il y a une inquiétude, comme l'a souligné Ousseini, c'est-à-dire justement qu'il y a eu des retours donc, du terrain où les échos sont défavorables. Ou, en tout cas, apparemment, ceux qui ont les rapports, ou le groupe politique en particulier, n'est pas assez agréable. Donc il y a une sorte de saisie, de rupture entre, n'est-ce pas, les décisions et les aspirations donc, des militants donc, de base. Donc, peut-être aussi que leur allié principal, donc le Tareya, leur a fait des retours du terrain. Il dit apparemment, votre décision là n'est pas suivie sur le terrain. On l'a constaté et tout. Donc il faut quand même faire quelque chose. Parce qu'on voit bien que vous avez pris un mot d'ordre, mais apparemment sur le terrain, c'est que nous disons de section sur section, mais il y a un fossé entre ça et ça. Donc il est obligé de sortir, parce que c'est sûr que quand une négociation a eu lieu quelque part, donc il faut qu'il appelle. Or, comment dirais-je,
jusqu'à quand un dirigeant va jusqu'à rappeler qu'il faut obéir, qu'il faut respecter cela, c'est grave. C'est-à-dire qu'il n'est pas écouté, il n'est plus écouté. C'est-à-dire qu'il n'a plus une prise. Qu'il ne peut pas, effectivement, avoir la suprématie, avoir l'autorité nécessaire pour pouvoir être respecté. Donc il n'a pas quelque part une légitimité. Tu le sens aussi bien, aussi bas, c'est-à-dire le terrain, voilà, c'est que sa légitimité est écornée. D'autant plus qu'il le sait, d'autant plus que lui-même, effectivement, il a pu prendre une posture qui n'était pas cohérente par rapport au texte, à la ligne de parti, c'est-à-dire, voilà, se dédire en tant que tel. Et surtout, le Dr Amadou parle il a donné une interview de Jeune Afrique. Mais Jeune Afrique, c'est un discours, ça n'a pas d'incidence. Mais c'est toujours lui quand même. Oui, je dis que c'est lui. Non, je dis que c'est lui. Mais ça pèse plus. Son discours, son mot d'ordre, quand il va devant une cour, quand il plainte, ça pose plus. Ça n'a aucune incidence que je parle de Jeune Afrique, dans l'enquêteur, ça n'a aucune incidence. Mais quand il parle quand il va jusqu'à le contexte le dire devant une cour, voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est un acte grave. Donc ça c'est plus lourd, ça pèse plus lourd qu'un discours, une opinion émise, une interview, voilà. Moi c'est ça que je veux dire. Donc parce que lui-même est conscient que ce qu'il a eu à poser comme acte va pouvoir impacter en tout cas négativement, sur le choix donc des militants en tant que tel. Et c'est pour ça aussi qu'il est sorti pour appeler que bon, quelque part, j'ai commis une gaffe, mais quand même, il faut quand même me suivre. C'est un peu ça qu'il a dit. Voilà, ce que j'ai dit, j'ai fait n'est pas bon, c'est pas ça, mais dans là, il faut quand même faire en sorte que notre choix de parti se porte sur le candidat qu'on a choisi. Moi, c'est un peu ça. Donc c'est vraiment une panique quelque part, une panique, surtout que parce que ce n'est pas seulement lui en tant que tel qui est inquiet. C'est surtout son allié qui est inquiet. Qui c'est lui qui l'a poussé quelque part à sortir. Malgré tout, pour pouvoir vraiment, parce que l'allié, bon, il n'y a pas d'incidence sur le parti, il y a une quelque part. C'est surtout les bénéfices que l'allié pourrait en tirer, n'est-ce pas, donc des mots d'ordre donnés qui pourraient être assez importants pour Bazoum Mohamed. Les bénéfices comptables. Comptable. Point de vue, absolument. Point de vue électoral. Oui, alors, l'autre aspect, le dernier, par rapport au lancement de ces campagnes, à l'épreuve du terrain, c'est les propos qui sont tenus par les différents responsables, voire candidats des partis politiques, les deux candidats, ou ceux qui les soutiennent. Et l'enquêteur du 11 février a titré « Campagne présidentielle deuxième tour, un spectacle affligeant, l'impossible débat d'idées ». Campagne présidentielle deuxième tour, un spectacle affligeant, l'impossible débat d'idées. Et puis le quotidien Fraternité Niger titre une campagne sur fond d'intimidation. On assiste à une campagne sur fond d'intimidation selon Fraternité Niger. Et l'enquêteur toujours, cette fois dans sa parution du 10 février, titré campagne d'entre-deux tours la présidentielle, le match avant le match des alliés, on savait que ce sera brutal, on a été servi. Le match avant le match des alliés, on savait que ce sera brutal, on a été servi. Le match avant le match, c'est bien ce match que se livrent les alliés, avant même le face-à-face des deux candidats dans les urnes. L'enquêteur dit qu'on savait que ce serait brutal et on a été servi. Je propose de suivre donc une petite analyse de certains observateurs de la scène politique nationale qu'on a approché, en tout cas la rédaction de la télévision Bonferré, les propos de campagne, leur analyse, leur appréciation des propos tenus ici et là par les différents acteurs que je propose de suivre. Loin des discours séduisants et explicatifs des programmes de société, les Nigériens se voient offrir de la part des candidats au second tour de la présidentielle et leurs alliés des propos se situant aux antipodes d'un discours de campagne électorale. Ce comportement est une stratégie de communication mûrement planifiée par l'opposition selon Lamine Suleiman, journaliste indépendant. C'est une sorte de communication agressive. Une sorte de communication agressive dans le sens où les militants de l'opposition, ils actionnent dans leur façon de parler, dans leur propension de construire une opinion favorable à eux, ils puisent dans les ampères du régime, dans la mauvaise gouvernance, dans tout ce qui caractérise vraiment la gouvernance du régime en place, pour d'abord conquérir l'opinion, les faveurs de l'opinion, avoir plus de militants qui croient en
leur objectif d'aller vers l'alternance du pouvoir. Ce piège, la majorité présidentielle n'a pas pu l'éviter. Elle est tombée droit dedans. On a vu tout de suite une sorte de communication, cette fois-ci belliqueuse, ou portée par les militants du pouvoir, du parti au pouvoir, à travers les réseaux sociaux, où certains même essaient de menacer leurs propres concitoyens. Et ce discours belliqueux, très malheureusement, il a fini par être approprié par l'élite politique de la coalition, qui veut de la coalition au pouvoir. Pourtant, ce que les Nigériens veulent entendre dans les discours des candidats est clair, explique Al-Haj Idi Abdou, acteur de la société civile. Des gens qui aspirent à diriger un pays, ils doivent effectivement vraiment s'étendre sur leur programme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout, il y a des sujets brûlants. L'éducation, qu'est-ce qu'ils comptent changer? La sécurité est une préoccupation de ce pays-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à l'agriculture concrètement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à la corruption qui est devenue ambiante? Plus que quelques jours avant la fin des campagnes électorales pour le second tour de la présidentielle, les deux candidats en lice et leurs alliés vont-ils saisir l'occasion pour rattraper le temps perdu? Seuls les jours à venir nous édifieront. Alors, où c'est ça? Effectivement, je pense aussi bien au premier tour qu'au deuxième tour, on n'a pas assisté à un vrai débat. Véritablement, parce que en temps, il y avait déjà des antécédents, comment dirais-je, par rapport à cette question de nationalité de Bazoum. Ça a un peu dévié, ça fait que, les gens de l'autre côté, c'est la course vers l'électorat, la mobilisation de l'électorat. Le programme, je l'ai dit la semaine dernière, personne n'a déballé de manière précise qu'est-ce que je veux faire dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. On n'a pas entendu ça. On se contente de dire qu'il y a une situation qui est là, une situation d'insécurité. On ne dit pas concrètement comment on compte prendre ça en charge. C'est le flou total. Les questions, comment dirais-je, liées à l'éducation, la santé, et la lutte contre la corruption, l'impunité, moi je n'ai pas entendu ça dans le discours. L'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, mais tout ça, mais ça crée une situation qui est là. Ça veut dire que on navigue à vue. On navigue véritablement à vue. Maintenant, le seul repère, parce que Mohamed Ousmane n'a pas un machin, il n'a pas un bilan. Mais les gens, ils se focalisent sur ce qui s'est passé au cours de ces 10 dernières années, où la corruption a atteint des proportions inquiétantes. Et la corruption est doublée d'impunité. C'est ça qui choque les Nigériens. Quand ce régime n'était pas encore arrivé au pouvoir, on sait qu'ils ont axé tout leur discours sur nous allons lutter contre la corruption, nous allons lutter contre l'impunité, nous allons mettre l'accent sur les questions, les secteurs sociaux de base et tout. En 10 ans, c'est un recul qu'on a assisté. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le sentiment que les Nigériens ont face, parce que Maman Sonli également n'a pas présenté dans les détails, c'est les 7 œufs. C'est tout. Maintenant, comment ça va se faire concrètement? Rien n'est dit. Alors que c'est ça. On a plutôt entendu souvent, malheureusement, des invectives. Mais bien évidemment, des attaques. De l'autre côté, c'est des menaces souvent quand on voit un peu ce qui s'est tenu à Tawa, par exemple, qui menacent les gens en promettant qu'ils vont gagner et quiconque ose bouger, ils vont le cogner. Déjà, avant d'être président, il s'est permis ce genre de discours. Ça pose un problème sérieux. Un président, quelqu'un qui aspire à être, on doit mesurer son... Et tu te dévoiles avant d'être au pouvoir. Le candidat. Le candidat, tu dévoiles des choses comme ça. Ça veut dire que on va s'imposer, et celui qui ose bouger, on va le cogner. On va transformer, en tout cas, je sais pas moi, ça va être un régime violent. C'est un peu ça le sentiment, parce que j'ai vu ça circuler sur les réseaux sociaux et tout. Moi j'ai dit, ce staff communication, malheureusement, peut-être ne travaille pas à faire en sorte qu'il fasse un discours. En tout cas, un discours qui montre rassurant. En quelque sorte, un discours rassurant. Quand on s'engage dans un discours belliqueux comme ça, on crée déjà une certaine... Comment dire, une certaine héritage. Les gens se disent, pourquoi on va aller avec quelqu'un qui menace de nous frapper?
Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question. Parce qu'ils ne devaient pas tenir ce type de discours. Ça fait que bon, on assiste à ce discours, mais il n'y a pas eu de débat d'idées. Véritablement, il n'y a pas eu de débat. Le long de la campagne, il n'y a pas eu de débat d'idées. Et il fallait bien évidemment s'attendre à ça. J'ai voulu que vous prononciez individuellement sur les propos de campagne de façon générale. Et on est en train de se... on a vu aussi sur les propos de Hama et puis mais il y a eu aussi entre Hama et puis l'autre, comment il s'appelle, Seynou Oumar. Ça nous joue aussi un peu. Voilà. Mais bien évidemment, en fait, bon, c'est un peu lié à ce que les gens ont vécu dans leur chair au cours de ces 10 dernières années. Les gens se disent peut-être c'est ça le discours porteur. C'est ça le discours porteur. D'accord. On reviendra avec vous tout à l'heure. Enfin, première action, docteur, sur ces propos pris ici et là. Oui, moi je pense campagne parce qu'il faut le dire tout net, hein, le temps monte. Hein. Peut-être que c'est à cause de l'approche. Plus l'échéance va approcher, plus peut-être le temps va monter. Sauf si chacun essaie de relativiser, de mettre un peu d'eau dans son. Il faut condamner de part et d'autre les excès justement dans les propos, au lieu qu'effectivement la campagne, on puisse un peu rehausser le niveau du débat, en tout cas politique, au cours de la campagne. Il faut opposer les programmes des candidats, celui qui prône la consolidation, la continuité, et celui qui prône le changement, qu'on voit un peu justement la rupture au niveau du programme. On prend volet secteur par secteur, on fait un débat pour justement vulgariser le contenu de ce programme, et c'est sur cette base que chacun doit se déterminer. Et qu'est-ce que le candidat de la continuité prône par rapport à tous les secteurs, en tout cas d'activité de la vie socio-politique, qu'est-ce que le candidat du changement prône, et c'est ça le débat qui doit être fait. C'est vrai, ils sont porteurs de programme, mais malheureusement ce n'est pas trop vulgarisé pour que les gens puissent prendre véritablement connaissance du contenu de ce programme, et c'est ça qu'on aurait dû faire au lieu justement de tenir certains propos, en tout cas une certaine violence verbale, des excès qu'on entend par-ci par-là, et souvent qui ont des connotations un peu ethno-régionalistes, un peu racial. Oui, racial, ce n'est pas bien. Je pense que, en tout cas, ce à quoi on a assisté, ça n'honore pas justement ceux-là qui prétendent gouverner, en tout cas être des chefs d'État, des hommes d'État, ça ne les honore pas. Je pense que c'est vrai, on comprend les gens sont en train de jouer le tout pour le tout, comme on le dit, c'est l'enjeu est de taille justement, mais je pense que quand même on doit avoir un peu de la retenue, de la modération dans les propos. On aurait dû éviter des attaques personnelles. On attaque le programme du candidat et pas les attaques personnelles. Je pense qu'on aurait dû éviter. Et en tout cas, ils ont offert un spectacle de désolation. En tout cas, moi, quand je vois certains propos, comme vous l'avez dit, Abdraman, c'est pas la peine de les rapporter. Les Nigériens ont assisté à ça, qui n'honorent pas souvent des anciens amis et qui se permettent de faire des trucs avec des enfants qui sont là, qui ont grandi. Des trucs, je pense que ce n'est pas du tout honorable. Qu'ils sachent qu'ils ont dessus, en tout cas, beaucoup de Nigériens qui aspirent à la cohésion, à l'unité nationale. Ces propos-là, en tout cas, doivent être bannis dans le langage des hommes politiques, surtout au cours de la campagne, où il faut que les gens opposent en tout cas leur programme et non pas d'attaque personnelle et ainsi de suite. Donc c'est pour ça l'autre défi, on sent que quel qu'en soit celui qui vient, on a une société qui est divisée. Il faut réussir à réconcilier les Nigériens entre eux, à renforcer la cohésion et l'unité nationale. Je pense que à côté du défi sécuritaire, il y a également le défi de la réconciliation au-delà de ce système, en tout cas au regard de ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, les propos que les uns et les autres tiennent. Absolument. Docteur Soulenger. Oui. Une appréciation générale, si je peux dire globale, mais assez brève sur justement ce début de campagne, les premiers propos ici et là qu'on a entendus, qui sortent souvent du contexte de la campagne. Oui, le premier propos à cet égard, c'est de dire que je pense que le principe la France justifie les moyens. Peu importe les moyens utilisés, que ce soit les moyens excessifs ou non. Tout à l'heure, finalement l'important est qu'il puisse être élu afin de compte président de la République. Bon, c'est un peu ça. Donc, pour ça, le débat n'est pas un des moyens pour lesquels il compte. Le débat d'idées, le débat de programme, c'est secondaire, c'est marginal à la limite, c'est pas un moyen. Et d'autant plus que dans le pays, l'électeur n'est pas rationnel, c'est-à-dire qu'il ne mesure pas, il ne vote pas en fonction des plus-values des programmes. Voilà, il doit pouvoir apprécier souverainement lui-même et personnellement. Donc, quels sont les
des points forts des programmes de X, de Y, que son point faible et tout, quels sont ses intérêts à lui, qu'est-ce qu'il trouve, voilà. Donc ce n'est pas un électeur rationnel, comme on le voit dans certains pays où on lit le programme, on voit un peu le bilan et tout pour pouvoir voter. Voilà. Donc chez nous, il y a d'autres considérations, notamment communautaires, on a dit, ethniques, on a dit, voilà, tout ça, c'est ça qui parfois détermine. Donc les candidats jouent sur ça, voilà, jouent sur ça, sur la race, comme il y a un candidat qui a une connotation phénotypique, c'est-à-dire liée à la race, joue parfois aussi sur l'ethnie, parce que voilà, c'est aussi une manière de pouvoir engranger des voix. Donc, ce sont des moyens, effectivement, peu flatteurs, c'est vrai, effectivement, qui sont mobilisés pour pouvoir engranger un certain nombre de voix. Maintenant, peut-être qu'il y a des limites aussi, même si on veut aller sur ce terrain, peut-être pas trop s'avancer, il faut se fixer des limites. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est excessif, que c'est vraiment à la fin je suis le moyen, quand je suis le moyen, peu importe le moyen, vraiment on dit les moyens légaux, ce sera les moyens, voilà, bon, ici il n'y a pas de cadre, c'est pas verbalisé, voilà, on fait le tout comme on dit, et c'est cela qui arrive. Or, effectivement, en le faisant, on montre sa faible incapacité d'homme d'État. On est plutôt un vil politicien, donc il a pour juste avoir quelques voix. Donc il ne pense pas à l'unité nationale, c'est ça un homme d'État. Il ne pense pas à ce que le développement des secteurs sociaux soit mis en avant, il ne pense pas à ce qu'il y ait une unité. Voilà. Donc c'est tout cela, effectivement, qui distingue. Ça montre bien qu'une classe politique, qui est très divisée. Ça montre bien le degré vraiment, comment dirais-je, fracture vraiment, fracture forte. Et que si avec ce contexte-là, un candidat sort pour dire qu'il va pouvoir menacer son vis-à-vis une fois élu, c'est grave, ouais, c'est tout ça qui est important. Avoir des paroles là aussi menaçantes, c'est-à-dire que d'habitude on dit gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est menacer. C'est menacer, non, c'est pas menacer gouverner. Il faut quand même, lui il prévoit de menacer, il prévoit de faire des choses du mal. Parce qu'il y a quand même une certaine sagesse de l'homme politique. On ne peut pas tout dire, même si on veut sévir, voilà. Cela d'autant plus qu'on est candidat, qu'on n'a pas encore les rênes de l'État. On n'a pas encore. Et au contraire, ça va pouvoir frustrer les citoyens, les populations pour lesquelles vous êtes candidat pour pouvoir gouverner le pays. Ça va pouvoir frustrer, décourager cela. Bon, c'est un choix qu'il a fait, mais ce choix-là n'est pas un choix productif, au contraire, il est contre-productif. Et dans cette mesure-là, il faut que la sagesse prévale. Il faut que les uns et les autres puissent mettre de l'eau dans leur boule, on va dire, là pour nous vraiment amener notre pays dans des sentiers tout à fait difficiles. Des propos donc, qui ont soulevé le tollé, c'est des propos en langue nationale, donc tenus par Bazoum Mohamed. L'étape de Tawa, beaucoup d'observateurs donc sont revenus sur ces propos avec la réaction donc du directeur de campagne de Mamoun Ousmane enregistré avant-hier, il y a 2 jours, dans le cadre d'un point de presse qu'il a animé. M. Falke Bachirou donc a dit ne pas être d'accord avec les propos de Bazoum Mohamed qu'il a dénoncé. Je propose donc ce propos, je vous rappelle que c'est en langue nationale Hausa, à l'étape de Tawa que Bazoum a tenu ses propos. Je propose de suivre. Kuma masu barazana cewa za su iya wani abu za su tada zamne tsaye wallahi kariya suke ba su iya komi za mu kasa su rana 21 na wannan watan kuma a zamna lahiya wanda kuma ran da muka kasa shi ya ce bai yarda ba ya hito mu gane shi ranna ya hito mu gane. Donc les propos considérés comme une menace par le candidat de l'opposition, en tout cas sa direction de campagne. Je propose de suivre donc Falke Bachirou qui répond ici au candidat Bazoum Mohamed. J'ai été très étonné par les propos tenus à Tawa le 10 février 2021 par le candidat du pouvoir, M. Mohamed Bazoum. C'est à se demander
à quel titre il s'est exprimé comme il l'a fait, en tant que candidat ou en tant que président déjà élu. Les menaces qu'il a proférées à cette occasion montrent qu'il a quelque part l'assurance d'être élu au deuxième tour, alors que manifestement le peuple nigérien exprime son profond besoin de changement incarné par notre candidat, son Excellence Mohamed Ousmane. Nous verrons le soir du 21 février par quelle magie la victoire du peuple va être confisquée au profit du candidat du pouvoir. Si d'aventure une telle éventualité se produit, nous sommes certains que le peuple n'acceptera en aucune manière un autre hold-up électoral. C'est l'occasion ici également de dénoncer les menaces, intimidations, interpellations des citoyens exerçant leurs droits et liberté d'expression en cette période de campagne électorale. Ousseinissa, rapidement, une 30 secondes, votre réaction. Je pense avoir déjà dit ce que je pense. En fait, moi j'ai dit c'est maladroit, c'est que en tant que candidat qui aspire à arriver au pouvoir, Bazoum, qui puisse menacer et dire on va gagner. Et celui qui va oser bouger, c'est-à-dire il va voir ce qu'il va voir. Ça déjà dénote un peu de ce qu'il a l'intention de faire, peut-être quand il va arriver au pouvoir. C'est pas la démocratie, parce que les gens vont descendre dans la rue pour contester des choses comme ça. Ça fait partie de la démocratie. Déjà qu'on annonce que non, on ne va pas accepter des choses comme ça, moi je dis quelque part, c'est que, et ce n'est pas la première fois, quand il sort le plus souvent, il fait des boucles. C'est pas la première fois. Il a fait ça maintes fois. C'est quelqu'un qui déjà, c'est des choses, il a cette volonté ou cette velléité-là de rompre avec, ou du moins d'en finir avec ceux qui ne sont pas, en tout cas, et surtout le système d'ailleurs, on a vu au cours de ces dernières années, où même certains d'entre eux ont qualifié des acteurs associatifs d'ennemis et tout. Comme ça, moi je dis, en démocratie, c'est des termes, en tout cas quand on est en position de pouvoir, il faut accepter que l'autre qui n'est pas en position de pouvoir puisse au moins contester les mauvaises pratiques, la malgouvernance et tout. Quand vous dites, ça veut dire qu'on tend vers une autre dictature, une forme de dictature qui ne dit pas son nom. Parce qu'en démocratie, y compris dans les pays occidentaux, les gens manifestent comme ça. On a vu ce qu'on a vu pendant 10 ans. Si c'est ça qui doit continuer, cette répression des manifestants pacifiques et autres, prendre les gens, aller les jeter en prison, des choses comme ça, moi je dis, ça va être très grave parce que le recul est déjà là. Si on doit davantage s'enfoncer, ça va être compliqué. Et bon, naturellement, il fallait que le camp de l'opposition sorte pour dire, se saisir de cette, de cette perche tendue par Bazoum, pour dire voilà le candidat, en tout cas qui aspire à prendre les rênes de ce pays-là pendant 5 bonnes années. C'est à vous de faire le choix et de savoir faire le bon choix. Docteur Ondassambaka. Merci. Je pense que autant ces propos de Bazoum, justement, qui parlent un peu de ceux qui vont sortir peut-être le 21 après la victoire, que les propos à quand même de Tillabéri, il faut rapporter également les propos tenus par certains leaders à Tillabéri qui ont une connotation en tout cas raciale et ethniciste aussi, il faut les condamner. Je pense que les gens ont le droit de protester, de contester par les voies légales. Si l'opposition, si jamais le Bazoum venait à gagner, comme l'a dit au soir du 21 février, et que l'opposition veut protester, ils ont le droit de protester de façon légale. Ça, c'est leur droit, on ne peut pas leur nier cela. Donc je pense que c'est pour ça tout à l'heure je disais qu'il faut qu'il y ait une certaine tolérance dans les propos. On est en train d'aller de plus en plus à des violences verbales de part et d'autre. Je pense que déjà il y a une profonde division, en tout cas au niveau des deux camps, on le constate. Ces derniers temps sur les réseaux sociaux, il y a une certaine intolérance qui est en train de monter. Si eux-mêmes les leaders politiques, ils tiennent certains propos qui ne sont pas de nature à préparer les esprits à l'accalmie, que les gens utilisent toutes les voies
légale pour pouvoir contester justement les élections. Peut-être la rue ne sera pas la solution, puisque déjà à la crise sécuritaire dont on a relevé que le défi pour le futur président de la République, entre autres, c'est justement la question sécuritaire. Si jamais les gens créent les conditions un peu, que ça soit du soulèvement de l'insurrection, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. En démocratie, on doit toujours régler les problèmes par les voies pacifiques et par les voies, en tout cas les moyens légaux qui sont à la disposition des uns et des autres. Donc je pense qu'il faut condamner les propos des uns et des autres. Je pense que pour moi c'est ça un peu l'équité. C'est que docteur Schley. Le candidat Bazoum parle un cœur. Est-ce qu'il y a des attaques cachés ou on dit bon tout ça c'est du blabla que les gens sont déjà faits et qu'il ne reste plus qu'à valider le 21 février, voilà, donc sa candidature. Ben voilà, donc je pense que c'est quand même grave. C'est anticiper sur les décisions, n'est-ce pas, d'une institution, la CENI, de notre institution, la Cour constitutionnelle, aller au-delà de ça, prétendre qu'on est déjà quelque part président et même aller jusqu'à menacer l'adversaire ou le compte. C'est grave, c'est grave. Quoique, c'est tout à fait légitime que, effectivement, au soir où l'un des deux candidats gagne, si toutefois la force brute est utilisée, évidemment, il y aura une crise politique qui va naître dans le pays. Naître, c'est clair. Ok, on a intérêt tout à fait à vraiment savoir raison garder, ne pas aller dans des excès, que ce soit en termes de langage, on a vu ça, ou en termes d'actes de violence parfois, des casses, tout ce qu'on voit ici là. Donc c'est vraiment manquer le sens de l'État que de pouvoir avoir cette parole menaçante. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, y compris les proches du candidat opposé, ont des parents dans l'autre camp. Ce sont tous les mêmes parents. Que ce soit chez Bazoum ou chez l'autre, parfois, si vous sanctionnez, si vous tapez, vous allez taper les parents de l'autre camp. Voilà. Je crois que c'est mal vu que de pouvoir, comme ça, s'en prendre, ou alors avoir des propos effectivement racistes ou xénophobes. Bon, ça, voilà. C'est pour ça que, et tantôt je disais que le principe, c'est que la fin, je suis le moyen. C'est un peu ça, je veux tout voir. Bon, maintenant, effectivement, est-ce que c'est dû à l'approche du scrutin, la date du scrutin, du 25 février, qui fait que voilà, donc l'occupation monte, on perd les réseaux, donc c'est ça. Bon. Je crois qu'il faut un peu amener ces hommes et femmes politiques là à être vraiment tout à fait disciplinés pour ne pas avoir à creuser déjà la tombe de la démocratie déjà. Non, absolument. Alors nous en arrivons, puisque nous sommes vers la fin de cette émission, nous en arrivons aux commentaires, aux questions de nos téléspectateurs et auditeurs. Des messages donc à ce propos sur WhatsApp et par SMS. Alors un de nos téléspectateurs demande, il n'a pas encore dit son nom. Oui, il demande est-ce que c'est une bonne stratégie pour le président du MNSD Nassara Seyni Omar et le président du MPR Jamoura Al Boudabouba de faire la campagne avec Bazoum. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire la campagne séparément pour ne pas vexer davantage leurs militants, n'est-ce pas, qui les verront ensemble, qui vont peut-être qui seront vexés, n'est-ce pas, par ça, oui, et à la présence de Bazoum, leur demander de respecter les consignes de vote, voire même leur faire des injonctions. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire ça entre eux et leurs militants dans le cadre d'une campagne séparée pour demander à leurs militants entre eux de respecter la consigne? Moi je pense que c'est la bonne formule parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Le choix est très clair. Comme Seyd l'a dit, ils ont fait le choix de soutenir Bazoum, ils doivent l'assumer. Effectivement, ils doivent s'afficher à ses côtés pour battre campagne et dire à leurs militants que nous sommes avec lui, nous avons décidé de le soutenir. Et je ne sais pas en quoi le fait de s'afficher à côté de lui va frustrer les militants. C'est comme on l'a dit, si on est militant d'un parti politique, on respecte en tant qu'adhérent justement au parti, on respecte les mots d'ordre du parti. Maintenant, les gens sont libres. S'ils ne veulent pas le faire, justement, c'est qu'ils ne sont plus du parti, ils sont libres d'adhérer parce que les gens, il n'y a aucune obligation
d'être militant d'un parti politique. Il y a des gens qui ne sont pas militants des partis politiques. Je pense que pour moi, en réalité, c'est la meilleure formule, effectivement, de faire le tour ensemble pour dire qu'on est ensemble. Puisque déjà, ils sont ensemble aujourd'hui dans le gouvernement. C'est juste la continuité. Et il faut assumer le choix. Et je pense qu'il n'y a pas de frustration. Bazoum n'est pas un pestiféré. Au contraire, peut-être ils sont ensemble. Mais pourquoi peut-être le fait qu'ils s'affichent à ses côtés va frustrer les militants? Soit si on est militant, on doit le faire. Quelque part, je pense que souvent, c'est même l'opinion qui est en train d'exacerber cette intolérance politique. C'est un choix. Non, en fait, moi, j'ai comme l'impression que cet organisateur parle plutôt en termes d'efficacité, de la campagne. Moi, je ne vois pas l'efficacité de la campagne, c'est justement de mobiliser, parce que partout, puisque aujourd'hui, la campagne se fait principalement par les deux candidats. Maintenant qu'ils sont accompagnés de leur soutien de part et d'autre. Le candidat qui fait la campagne, il s'adresse aux militants, les alliés s'adressent pour dire que oui, il faut voter pour eux. Moi je vois, c'est ça, pour moi, la campagne la plus efficace. Mais comment ils vont faire séparément pour venir parler au nom du candidat à son absence? Mais ça, ce n'est pas élégant, ça n'a pas de sens de mon point de vue. C'est ça peut-être l'inefficacité et l'inefficience de mon point de vue. Je dis ça. Mais, je pense que c'est la meilleure formule. Ils ne peuvent pas, après avoir apporté leur soutien au candidat, ils sont obligés de s'afficher, de le suivre partout où il va. Au cas où, il y a la mobilisation des militants du PNDS et sympathisants, et aussi, ils font sortir leurs militants possible pour qu'on puisse les voir. Et pour que le candidat qu'ils ont accepté de soutenir, Bazoum, sache que, ils ont amené quand même des troupes. Et ils ne peuvent pas aller de manière séparée, parce que, est-ce que ça peut convaincre Bazoum qu'effectivement, quand ils ont appris l'engagement de soutenir, ils sont allés faire le travail véritablement? Ça peut poser problème. Maintenant, c'est tout à fait normal qu'ils suivent Bazoum. En tout cas, dans le cadre de la campagne qu'il est en train de mener, moi, je ne vois pas où se situe le problème. C'est encore plus rassurant pour Bazoum d'ailleurs que ceux qui sont avec lui, ceux qui ont décidé de le soutenir, qu'ils soient avec lui, pour que les militants du PNDS même voient que voilà, ceux-là, les leaders qui ont décidé, ils sont là avec moi. Et je pense que ça va encore davantage galvaniser les militants du PNDS. Oui, docteur, ça va traduire aussi. Non, moi je pense pas. Je pense que, au contraire, le fait qu'ils s'affichent ensemble, ça va encore discréditer davantage Seydou Mourou et donc aussi quelque part par cocher le candidat. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu comme non-nigérien. Je ne le connais pas. Il a vu la donc je n'ai pas affaire à lui, c'est un concurrent, cela, il n'est pas qualifié et tout. Et subitement, je me trouve avec lui, je le prends le bras, vous voyez, on va dire, mais regardez, voilà, c'est humiliant, c'est là, il n'est pas honte. Donc ça ne va pas peser sur le positif de la campagne, ça va au contraire braquer les yeux sur Seni Mourou. Moi, oublié un peu les candidats. Même après le soutien. Voilà, c'est lui qu'on va voir surtout. Oui. Pas le parti, pas Bazoum Ahmed. On va lui voir, regardez-le, voilà. Il n'y a pas tellement longtemps, il était là. Maintenant, il tire les chaussures, voilà, le candidat. Voilà. C'est un peu ça que le discours va te dire. Donc, il n'y a pas un impact positif. Au contraire, ça va sortir au grand jour, n'est-ce pas? Donc, le fait que, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, voilà, qui peut faire ça, et puis, le contraire, donc, le lendemain, fait le contraire. Voilà, donc, tout ça, quand il y a cette logique-là, vraiment, ce n'est pas une image présentée. Il faut plutôt aller quelque part, à Zigué, quelque part loin, faire la campagne. Comme ça, c'est au moins. Ils auraient dû faire la campagne faire campagne pour Bazoum, mais entre militants. Entre eux, la campagne. Mais, voilà, on dirait, voilà, qu'est-ce qu'il y a. Donc, ça donne une mauvaise image, l'impression. C'est ça que moi, je vois surtout. Question de point de vue, dans tous les cas. Alors, monsieur, Mohamed Arzika, un acteur de la société civile que vous connaissez tous, donc, a fait ce commentaire pour Presse Plus. Il dit les problèmes du Niger sont connus quand on parle de programme. Les problèmes du Niger sont connus de tous. À mon avis, dit-il, la qualité du programme politique dans sa conception est moins importante que la qualité du leadership et ou la capacité à mettre en œuvre ce programme. Il est clair qu'un programme mieux élaboré jouit de préjugés plus favorables pour son exécution et le leadership suit. Mais un programme ne veut que par les hommes chargés de le mettre en œuvre dans le respect des attentes des citoyens et des textes fondamentaux de la République. Docteur. Bon, c'est son opinion. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure qu'en réalité, on aurait dû rehausser la qualité du débat politique, justement, en confrontant les programmes des candidats, mais malheureusement, il y a une défaillance, justement,
de l'encadrement peut-être des partis politiques en termes d'éducation civique des militants, où eux-mêmes, ils ne font pas peut-être l'occasion du débat raté, aurait dû être le débat pour que les candidats puissent peut-être exposer clairement le contenu de leur programme, ce qui les oppose, que les gens voient, voilà la rupture sur tel ou autre secteur, mais malheureusement, ce n'est pas ça aussi. Vous savez, la réelle politique est autre chose. Peut-être on aperçoit les choses de loin, on critique, mais face à la réalité du pouvoir, souvent les gens qui sont les plus critiques, les plus à même de voir les choses, on a vu peut-être avec le PNDS avant l'arrivée du pouvoir du candidat Issoufou, il dit que le Niger est toujours un pays qui est extrêmement riche, c'est que c'est un pays qui est mal gouverné, en dénonçant la malgouvernance, mais malheureusement aujourd'hui le maillon faible justement de ce régime c'est la malgouvernance malheureusement. Donc je pense que souvent c'est à l'œuvre justement on voit qui est en tout cas à même justement de répondre aux attentes, aux aspirations profondes du peuple nigérien. Où c'est les ça, je pense que ce qu'il dit, le programme peut être bien. Qu'avant, quand le PNDS était à l'opposition, pratiquement, ils ont promis un certain nombre de choses, que l'école va être de qualité, que la santé va être accessible et tout et tout. Et on a vu par la suite que tout a été abandonné, on investit dans du béton. C'est ça qui rapporte. C'est la réalité. Est-ce que c'est ça la priorité des Nigériens, ces choses-là? Ces milliards et milliards qui ont été investis, quand on dit dans le cadre de la modernisation et tout, on aurait pu créer les conditions pour que l'école puisse fonctionner correctement, pour que les centres de santé puissent être dotés en médicaments, mais également. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été dévié. Nous amène dans le programme du président de la République, sortant Mamadou Issoufou, les priorités étaient les institutions, la gouvernance démocratique, les institutions, la corruption, l'école, où il a promis de mettre 25% du budget chaque année. L'emploi aussi, où il a promis de créer 50 000 emplois par jour. Également. Mais le problème, c'est qu'on a assisté à des trains qui n'ont jamais sifflé. Dans les places, c'est qu'on devait, en tout cas, c'est qui allait changer qualitativement les conditions de vie des populations, des citoyens. On allait dans cette situation-là en disant, bon, quand on regarde... Monsieur Soumaïla Mahamadou, depuis Gaïa, la région de Dosso, à cette question, il a fait un premier commentaire, mais nous choisissons rapidement de lire la question qui suit. C'est ce commentaire. Il dit, est-ce que réellement les deux candidats, tous les deux candidats selon lui, ou selon vous, pardon, est-ce que ces deux candidats sont à la hauteur des attentes du peuple? Attends, souffert de tout ce monde. Est-ce que les deux candidats sont à la hauteur selon lui? Ou bien, dans tous les cas, c'est eux qui sont arrivés en deuxième position, on n'a pas le choix. Il faut bien choisir un parmi eux. Ah oui, il faut bien choisir parmi eux. Voilà, c'est le choix souverain du peuple, comme on dit. Au second tour, ce sont eux qui sont qualifiés. Bon, maintenant, il faut faire avec. Qu'ils soient nuls, qu'ils soient sur cela, bon, vraiment, là, on n'a pas le choix. On n'a pas à les qualifier pour faire quoi. Voilà. Donc, on est obligé de jouer sur ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'un ou l'autre, une fois installé, puisse s'entourer d'une équipe compétente, forte, voilà, de volonté et tout. Voilà, c'est ça qui peut changer la donne. C'est pas eux-mêmes en tant que candidats compétents, seulement avec leur équipe, leur entourage, les ressources humaines, notamment qui vont mobiliser, les plans ou programmes qui vont suivre, c'est ça qui va pouvoir déterminer le développement du pays. Oui. Et surtout, moi je dis, surtout ce qui est important, c'est être à l'écoute du peuple. Pour régler les préoccupations. Parce que mettre des gens, on a vu ça, voulant mettre des gens qui vont venir, qui ne vont pas se soucier des préoccupations. Parce que ils sont qualifiés, compétentes. Donc voilà, tu vois, écoutez, le peuple est là, mais on préfère faire autre chose que de faire ce qui peut changer la vie des citoyens. Quand on considère que quelqu'un peut se mettre à la place du peuple pour penser que ce qu'on va décider de faire là, c'est ça qui est bien pour vous. Moi je dis, on ne développe pas comme ça. On ne peut pas développer. Quand on a vu le programme spécial de Taja, il a fait des retenues d'eau qui sont en train d'être exploitées aujourd'hui. Qui ont été empoisonnées. C'est autour de ces mares-là que les populations rurales sont en train de développer des cultures et autres. Ça, c'est quand même quelque chose de positif pour le monde rural. C'est pas les troisième. Donc, c'est totalement resté vague jusqu'à la fin. On n'a pas cherché. Alors, oui, mais sauf que je vous rajoute cette question de ce téléspectateur, mais il suffit, Moussa,
qui dit, vous avez parlé tout à l'heure de rupture, surtout dans certains domaines, le domaine de la gouvernance, la lutte contre la corruption ou l'impunité par exemple. Vous dites que le candidat Bazoum, si jamais il arrive au pouvoir, doit marquer la rupture, au moins à ce niveau-là, même si maintenant il parle de continuité. Mais monsieur Issoufi Moussa demande, mais est-ce qu'il peut faire cette rupture-là avec les mêmes gens? Parce qu'on constate maintenant que c'est les mêmes alliés qui étaient avec eux dans la Renaissance acte 1 et acte 2 qui sont encore là, et même au PNDES. Est-ce qu'il peut faire cette rupture avec les mêmes gens? Non, moi je pense qu'il est condamné à faire la rupture, justement, s'il veut légitimer. Tout à l'heure, Dr Silage a parlé du choix, justement, où le président élu doit être entouré des hommes compétents, justement, qui doivent être à l'écoute du peuple. Et il a vu aujourd'hui, en tout cas, l'une des critiques, en tout cas unanime, et qui est faite au niveau du régime de leur... qui est faite du moins au niveau du régime de la Renaissance, c'est la question de la malgouvernance et des indicateurs sociaux de base qui sont en baisse, où le Niger est dernier. Je pense que l'un des défis, il doit faire améliorer ces indicateurs de développement, les secteurs sociaux, la question de l'éducation, la question de la santé, l'eau, l'hydraulique, et aussi améliorer l'image de la bonne gouvernance. Ça, c'est le défi. Maintenant, pour répondre rapidement aux téléspectateurs de Gaïa, certainement, il aurait voulu peut-être qu'il a son candidat, malheureusement, qui n'est pas qualifié, puisque c'est les deux qui sont qualifiés. On est obligé de faire le choix entre les deux. Et je suis d'accord avec eux. Ousmane est plus à l'aise, comme je l'ai dit, puisqu'il a suivi toutes les critiques adressées au régime des Souf pendant les 10 ans, puisqu'il n'est pas comptable d'une manière ou d'une autre de la gouvernance. Aujourd'hui, il comprend mieux les aspirations. C'est le seul parmi les candidats qui a ce recul. Exactement, qui a ce recul. Je pense qu'il a dû élaborer son programme autour de cette là sur la base justement des échecs du programme de la Renaissance acte 1 et 2, et donc il est plus à l'aise pour le faire. Maintenant, pour ce qui concerne Bazoum, comme je l'ai dit, il est obligé de marquer une certaine rupture, puisque c'est là où les gens ne sont pas, ils sont totalement déçus justement de leurs attentes, où les gens pensaient que enfin ils vont, en tout cas, ils auraient été gouvernés autrement, que malheureusement les secteurs sociaux de base sont totalement abandonnés. L'hyperpolitisation de l'administration nigérienne également, c'est un défi. Opérer cette rupture-là, même s'il doit aller à l'encontre de ses alliés et de ses camarades. Non, moi je pense que ses alliés aujourd'hui, l'échec justement n'est pas, c'est un échec collectif, puisque les alliés font partie justement du régime, ils font partie de la mouvance présidentielle, ils ont échoué ensemble. Et aujourd'hui, ils entendent les critiques que les gens formulent. Quelque part, s'il y a une certaine réticence et que de l'autre côté, il y a cette volonté inébranlable au changement, à l'alternance, c'est parce que les gens sont dessus de la gouvernance. Et je pense qu'ils sont conscients aujourd'hui, si jamais ils sont élus, je pense qu'ils doivent non seulement s'entourer des hommes et des femmes de qualité qui doivent mettre leur programme, et surtout, là où ça n'a pas marché, justement, il faut carrément rompre pour pouvoir donner un peu de l'espérance au peuple nigérien par rapport à ces nombreuses attentes. Absolument. Et un peu dans le même sens. Monsieur Bouba Djibril Maïga, il dit que vous êtes un camarade de fac. Bouba Djibril Maïga. Bon, il dit qu'il faut un peu inclure en tant que camarade de fac. Bon, ça date d'un peu longtemps. Peut-être que vous avez dû oublier. Oui. Il dit, ne pensez-vous pas que la majorité, le camp de Bazoum Mohamed, a fait la moitié de la campagne en faveur de l'opposition, avec certains propos tenus par les leaders. Et à l'heure actuelle, si le Niger choisissait Ousmane, il aura choisi le moins mauvais des deux candidats. C'est comme le candidat qui nous demandait, mais est-ce que les deux peuvent choisir, sont capables de relever les défis du moment? Tout à fait, c'est vrai, parce que au-delà des programmes, de ce qu'on veut, le choix des populations, des citoyens, c'est surtout un choix qui doit s'orienter, s'axer sur la personnalité même des candidats. C'est-à-dire quelles sont les qualités intrinsèques des candidats. C'est-à-dire que sur leur capacité à être peut-être empathique. Il y a une empathie pour l'un ou l'autre. Il y a à être ouvert à la souffrance, à être reconnaissant, à être ceci ou cela. Vous voyez, donc qualité humaine, c'est ça qui est pas.